Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Méta Jiu-Jitsu. Aujourd'hui, je me retrouve en présence de Nico. Et aujourd'hui, on va discuter d'un thème qui n'est pas directement lié, qui n'est pas directement du Jiu-Jitsu, mais qui est très lié au Jiu-Jitsu et à la vie dans l'académie. Et avant ça, je vais juste vous demander de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les différents réseaux sociaux, sur les différentes plateformes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Meta Jiu-Jitsu, la chaîne YouTube. Ça, c'est très important pour nous. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et TikTok. Et aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Meta Jiu-Jitsu pour deux choses. D'abord, pour aller regarder notre boutique en ligne. Si jamais ça vous intéresse d'avoir des t-shirts de Meta Jiu-Jitsu, il y a 4 t-shirts disponibles en ligne. Et si vous êtes disponible après la semaine des Europes, on vous organise, Henrik et moi, un séminaire à Toulouse. Ça se passera à l'académie Meta Jiu-Jitsu. Vous pouvez avoir plus d'informations sur notre site. N'hésitez pas à donc jeter un œil sur metajb.com pour avoir plus d'informations. Et sur ce, on va commencer le podcast. Donc, Nico, Salut Alex. comment vas-tu? Ben écoute, ça va, en préparation pour ce fameux championnat d'Europe qui arrive, qui commence la semaine prochaine. Donc la préparation suit son cours, des petits bobos ici et là, mais tout avance pour le mieux. Et toi? Bah, pareil, en pleine préparation pour le championnat d'Europe. On affine un peu les derniers détails. La majorité du travail est déjà fait, hein. Là, on peaufine juste la machine et on espère que tout va bien se passer pour cette semaine chargée, qui va être très chargée en émotions. Nickel. Aujourd'hui, euh, je voulais parler avec toi de, du sujet de la sécurité psychologique. Alors, c'est quoi la sécurité psychologique pour nos auditeurs? C'est quand on veille à ce que nos collaborateurs évoluent dans des conditions qui favorisent l'interaction et la collaboration, pour qu'à long terme s'installe un climat de confiance. Ça, c'est un thème qui est, comme je le disais au début, qui est pas du jiu-jitsu directement parlé, à proprement parler, mais qui est très important pour justement développer une bonne ambiance, un environnement de confiance où tout le monde se sente à l'aise pour pouvoir apprendre dans la meilleure des conditions et puis même passer du bon temps sur les tatamis. Euh, et en faisant mes recherches pour ce podcast-là, je suis tombé sur une définition d'un psychologue qui s'appelle Timothy Clark et qui dit que, plus précisément, que la sécurité psychologique, c'est une condition dans laquelle les êtres humains se sentent inclus, sûrs d'apprendre, sûrs de contribuer et sûrs de remettre en question le statu quo, le tout sans crainte d'être gêné, marginalisé ou puni d'une manière ou d'une autre. Euh, donc voilà pour une définition avec qui il aborde 4 points très importants où les personnes se sentent inclus, euh, qui favorise il souligne ensuite l'environnement qui favorise l'apprentissage, pardon, euh, où les gens sont à l'aise, se sentent à l'aise pour contribuer aussi et échanger, et aussi qui remettent en question le statu quo. Le statu quo, c'est remettre un peu en cause les entre guillemets acquis. Je ne veux pas utiliser des mots forts comme les dogmes, mais ça va dans ce sens-là. Et
c'est quelque chose que généralement dans les bonnes académies, et puis même dans les bonnes structures, quand c'est bien fait, c'est pas noté. Ça, c'est presque normal. Par contre, s'il y a un problème de ce côté-là, où on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas en confiance, c'est directement quelque chose qu'on va repérer. Et puis aussi quand on fait l'échange entre différents clubs, qu'on va visiter par exemple un club qui est différent, là aussi on peut remarquer une différence dans la sécurité psychologique. Euh, Nico, moi je voulais que tu parles de ton point de vue en tant que professeur et comment toi tu mets en place cette sécurité psychologique pour qu'il y ait une bonne ambiance et que tout le monde se sente à son aise chez Meta Jiu-Jitsu. Alors, il y a pas mal de points que tu as évoqués et sur lesquels je vais revenir, qui font en fait finalement, qui créent un peu les piliers de cet outil, la sécurité psychologique, qui est un sujet que sur lequel j'avais réellement envie d'échanger avec toi, parce que même si la question n'a pas été posée directement, finalement on a quelqu'un, Niem, je ne sais pas où est-ce qu'il s'entraîne, mais qui a abordé le fait de se sentir à l'aise à l'académie, et pour moi ça m'a directement fait penser à ça. Alors, pour répondre et faire le lien très très rapidement, la valeur de transfert d'une entreprise, parce qu'on parle souvent de ça en secteur entrepreneurial, et pour faire la valeur de transfert directement avec le monde du jiu-jitsu, et ben en fait, faut juste se dire que, premièrement, à l'académie et Meta Jiu-Jitsu, on travaille avec une charte éthique. Quel est l'intérêt de cette charte éthique ? C'est qu'on soit tous raccords et tous synchronisés sur un même projet. Le projet commun, donc le projet de groupe, c'est faire créer une logique d'évolution technique, mais aussi humaine, de personnes, tout ça centré sur un sport qui est le jiu-jitsu brésilien. Ça veut dire que l'idée, c'est la création d'un environnement sain avec des personnes qui ont vraiment la volonté de faire évoluer un groupe et d'évoluer en tant qu'humain, mais aussi en tant que groupe. Et ça, c'est hyper important parce que dans plusieurs académies que j'ai visitées ou que j'ai fréquentées pendant un certain temps, c'est pas des choses que j'ai toujours réussi à saisir, et comme tu l'as dit, en fait, ce genre de choses simples, elles ne se perçoivent pas, ou elles sont peu remarquées lorsque tout va bien. Par contre, au contraire, lorsque il y a entre guillemets une mauvaise ambiance, où on sent un climat de tension, eh bien on se dit, mais en fait c'est difficile de se sentir en sécurité psychologique. À mon sens, ce que je trouve, et ce que je veux réellement, et ce qu'on a commencé à créer, c'est pour commencer un partage libre d'idées, de préoccupations, d'interrogations et d'erreurs sans avoir de crainte d'être jugé. Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Comment ça se manifeste concrètement ? Eh ben, la première chose, c'est moi en tant que professeur aujourd'hui, je veux être tout à fait honnête sur le fait que je ne connais pas tout, je me trompe, je fais des erreurs, et c'est ok, il n'y a pas de problème. C'est le fait de reconnaître qu'on est dans le faux des fois, qu'on commet des erreurs, et le fait de le reconnaître, et ben en fait c'est juste ouvrir la porte à tous les autres, et notamment aux élèves, qu'en fait il n'y a aucun problème avec ça. Dès lors qu'on a la volonté de toujours faire mieux, se corriger et faire progresser le groupe, c'est tout à fait correct et c'est une bonne démarche. Ça peut être au moment où je montre une technique, et plus tard quand je reviens dessus, je me rends compte que ok, ben finalement j'aimerais bien corriger ça parce que je trouve que ce levier que j'ai utilisé et que je vous ai montré, il n'est pas aussi pertinent. Mais ça va, ça fait pair avec une démarche personnelle aussi d'investigation et de recherche dans son propre jiu-jitsu. Donc là, je parle vraiment dans le mode de démonstration technique. Mais c'est aussi valable dans cette idée de partage d'idées, de préoccupations et d'interrogations par ce genre d'événement qu'on a commencé à organiser, qui après l'Open Mat, on met en place un espèce de petit goûter où on demande un retour de chacun quant à la pédagogie,
quant à leur bien-être ou non dans l'académie, quant aux attentes qu'ils ont par rapport au Jiu-Jitsu. Et ce genre de choses, ça permet en fait de faire en sorte que les personnes se sentent réellement, comme tu le disais tout à l'heure, les bienvenues, et elles se sentent à l'aise dans le lieu qu'elles fréquentent. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est super important. Pourquoi c'est super important ? Aujourd'hui, j'ai une personne en tête qui a fréquenté plusieurs académies dans le monde, il a vraiment beaucoup voyagé et tout ça. Aujourd'hui, il se trouve que je vois, et tout le monde le voit, qu'il est vraiment en explosion, en évolution totale. Et en fait, je pense pas que ce soit particulièrement à cause d'un déclic technique, bien qu'il ait réellement progressé techniquement. Mais je pense qu'il y a une histoire de... Il se sent enfin quelque part chez lui, et ça lui permet d'être à l'aise, de se sentir beaucoup plus confiant, et ça se ressent dans sa façon de s'entraîner. Et j'ai bon espoir et que ça se ressentira aussi au niveau de la compétition. Parce qu'aujourd'hui, il se sent chez lui quand il s'entraîne, il sent qu'il peut se tromper, il sent qu'il a des partenaires sur qui il peut compter, avec qui il peut discuter du jiu-jitsu. Et ça, ce cadre-là, je pense qu'il est primordial pour qu'une personne puisse avancer dans son chemin en tant que jiu-jitero ou jiu-jitera. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Je sais pas, qu'est-ce que tu as comme expérience, toi, à ce niveau-là, Alex ? Moi, j'ai peut-être une expérience un peu différente, puisque je pense que ça dépend aussi de ce que tu attends d'une académie. Euh, Moi, plutôt, c'était ce que je recherche dans une académie, euh, c'est d'abord le côté compétition. Et, et dans les différentes académies que j'ai pu faire avant d'arriver à Focus, notamment la première année où que je suis arrivé au Portugal, je me suis retrouvé dans une académie je faisais des compétitions, mais le focus était réellement sur, c'était un tatami sur lequel se retrouvaient des amis et qui faisaient du jiu-jitsu pour le hobby. Et je me sentais pas à ma place parce que justement, j'avais pas ce côté compétition là. Je voulais plus et j'avais pas en face de moi des gens qui pouvaient me donner plus. Euh, donc pour ça, je me suis pas senti à l'aise dans cet environnement-là. C'était trop léger pour ce que je voulais moi, ce que j'attendais moi. Euh, Ensuite, quand je suis parti à Focus, là l'accent a été beaucoup plus poussé, où le côté compétition était mis en valeur parce qu'il y a eu des cours de compétition qui ont été créés, etc. Du coup, on était vraiment valorisé. Par contre, on a dû faire face à d'autres problèmes qui étaient que, comme je disais, moi, ce que je recherche dans une académie, c'est le côté compétition. Du coup, je recherche des gars avec qui je peux me lâcher à 100% sans avoir, sans qu'il y ait d'animosité. Il va y avoir peut-être un rôle dur pendant le, l'entraînement, mais après dans les vestiaires, on rigole, on plaisante, il n'y a pas de problème. Juste, il va y avoir un moment de stress pendant 5 minutes sur la tatami, mais c'est ce que je demande, c'est ce que je veux, et c'est ce que j'attends aussi. C'est ce que l'autre aussi attend. Et ça, on a remarqué que, en fonction des différents cours qu'il y avait, euh, il- si par exemple deux compétiteurs se mettaient ensemble et s'entraînaient ensemble, où là il y avait vraiment entre guillemets un enjeu, ben ça créait une mauvaise ambiance pour les gens qui étaient là et qui faisaient que du hobby par exemple. Donc là où je veux en venir, c'est que euh, cette sécurité psychologique, c'est une notion que le professeur de l'académie
doit mettre en place. Et ce que tu as très bien fait avec une charte éthique pour créer un environnement sain, où tout le monde doit adhérer à cette charte éthique-là pour pouvoir s'entraîner. Donc du coup, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Euh, mais juste pour dire que c'est le rôle du professeur, mais c'est aussi le rôle des élèves de créer cette ambiance-là. Et qui est pas des échanges, j'ai envie de dire, venimeux. Quand arrive le moment des rôles, où un tel parle sur un tel parce que son comportement lui a pas plu. Que tout soit clair pour tout le monde, que tout ce qui doit être dit est dit, soit dit, pour que justement tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Du coup, tout ça pour encore une fois revenir là-dessus, c'est le rôle de chacun de mettre en place cette sécurité psychologique. Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire, et il y a des points qui m'intéressent pas mal. La première chose, c'est que tu m'as dit que tu as fréquenté une académie en premier au Portugal quand tu es arrivé. Et le focus n'était pas du tout sur la compétition, mais plutôt sur un moment de loisir avec des personnes qui voulaient faire du jiu-jitsu, se détendre, sortir du travail, s'amuser, etc. Enfin, d'autres motifs qui sont tout à fait valables dans la pratique du jiu-jitsu. Mais complètement. Et ton motif à toi, c'est la compétition. Moi, j'ai ressenti ça aussi dans certaines académies dans lesquelles je me suis entraîné. Et en fait, je me sentais pas tout à fait à l'aise, parce que en fait, le curseur compétition, là où je le place, c'est pas exactement la même chose que là où il le plaçait, dans cette académie en question que j'ai en tête. Et du coup, je me sentais un petit peu, en portugais, le poisson hors de l'eau, quoi. Comme un petit peu l'étranger, quoi. Comme l'étranger qui pense que compétition et ci et ça. Bien que je m'entendais parfaitement avec la plupart des élèves là-bas, c'est vrai que j'avais l'impression d'être un peu un extraterrestre. Et en fait, ce que je cherchais aussi, ce que je cherche encore aujourd'hui d'ailleurs, n'existait pas sous la forme que je le voulais. Mais du coup, ça m'amène à un truc qui est travailler sur cette notion de sécurité psychologique. Ça signifie pas abaisser le niveau d'exigence et de performance. Et pour moi, ça va même au contraire. Le but, c'est d'être raccord, tous ensemble, et d'arriver à un objectif commun. En ce qui me concerne, la psychologie que j'essaie d'établir à l'académie, directement et indirectement, c'est pas créer un club... la finalité n'est pas de créer un club famille-loisir, point. Je suis pas tout à fait là-dedans. L'idée commune, c'est de créer un groupe de personnes compétentes dans le jiu-jitsu. Compétiteurs ou non, je veux des personnes qui soient réellement intéressées par la performance dans ce sport, qui soient intéressées par la compréhension technico-tactique du jiu-jitsu brésilien, qui est quelque chose qui est quand même relativement complexe, pas dans le sens compliqué, mais complexe, puisque c'est un jeu qui a quand même des règles assez intéressantes. Mais tout ça dans un cadre où les gens se sentent à l'aise. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire vulgariser, avoir des gens qui soient, je vais grossir les traits, mais qui soient très très forts, que l'objectif ce soit d'être tous très très forts pour rendre le jeu encore plus intéressant, mais tout ça dans un cadre paisible, où tout le monde est à l'aise. Quand je dis paisible, c'est exactement ce que tu dis, c'est que finalement, quand tu me dis que dans le groupe de compétition à Focus, que j'ai longtemps fréquenté aussi, on peut vraiment faire la guerre et se donner à 200% sans qu'il y ait d'animosité, c'est exactement ce que je veux reproduire en fait ici. C'est exactement ça, sachant que bien évidemment, puisqu'on commence une section, alors même si on a une majorité de ceintures violettes, de marron, et quelques ceintures noires, je souhaite réorienter un peu les choses, parce que c'est vrai qu'au début, les personnes qui ne savent pas, puisqu'il y a beaucoup de personnes que du coup je n'ai pas formées de base, les personnes qui ne savent pas, elles sont arrivées et elles y allaient vraiment à fond. Par exemple, au moment de travailler sur les drills spécifiques, où en plus je spécifie réellement quelle est l'intensité physique à investir, elles y allaient complètement à fond, quitte à ne pas respecter au début les consignes. Et ça, mon rôle, ça a été d'être assez clair rapidement sur attention, les gars, la consigne, c'est ça, vous la respectez.
Le moment où je vous dirai on va faire la guerre, on va se mettre dessus et ça de façon libre, je vous l'indiquerai. Par contre, pour le moment, on est en train de faire monter votre niveau, votre connaissance technique, votre reconnaissance de pattern, de situation dans le jiu-jitsu. Et au moment où il va falloir y aller à fond et à la limite mettre un petit peu le cerveau sur off, si j'ose dire ça, je vous le dirai. Il y aura un moment pour ça, on ira à fond, il n'y aura aucun problème. Par contre, laissez le temps à ceux qui ont besoin de progresser techniquement et laissez-vous le temps, puisque vous en avez besoin, au même titre que tous les autres. Et du coup, ça c'est hyper important. Parce que finalement, ce que tu décris avec le groupe de compétition, c'est que, alors même si c'est un groupe de compétition, vous ne faites pas la guerre non plus sur 1h30 ou 2 heures de cours, c'est pas 2 heures de bagarre, on éteint le cerveau. Il y a quand même des situations de jeu qui sont travaillées, certes avec une certaine intensité, mais il y a des situations de jeu qui sont travaillées. Et ensuite, plus tard, il y a un petit temps, effectivement, où on va faire des rôles, se mettre dans le rouge, sortir de sa zone de confort pour être prêt pour les échéances telles que le championnat d'Europe, par exemple, mais c'est pas la castagne du début à la fin. Non. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est hyper important, parce qu'on est dans un apprentissage, on est dans une porrada, mais une porrada réfléchie, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Je veux juste revenir sur un truc que tu viens de dire là. Tu parlais de créer un groupe de personnes qui soient compétentes. Et c'est aussi une notion qu'on retrouvait dans la description que je faisais au début, la définition, quand j'ai lu la définition de Timothy Clark. Où il disait où les gens se sentent sûrs d'apprendre. Et ben quand on se sent quand on se sent bien dans un environnement où l'apprentissage est favorisé, le premier truc que je vois moi, c'est le droit à l'erreur. Les gens qui ont tu sais, quand on dit il n'y a pas de mauvais élèves, il y a des mauvais professeurs. Là, j'ai en tête une anecdote où je crois que je demandais à quelqu'un un plus gradé que moi de m'expliquer quelque chose que je n'avais pas compris. Et la première réaction qu'il a eue, c'était de me demander si je faisais exprès de lui poser cette question-là, tu vois. Donc, pourquoi si tu faisais exprès de lui poser la question, c'est-à-dire est-ce que entre guillemets, est-ce que je suis con ou si je fais exprès d'accord, ok, d'agir comme ça pour me poser une question qui pour lui paraissait évident. Évident, pour moi un peu moins. Et créer cette ambiance-là qui favorise l'apprentissage où ça te permet d'acquérir une compétence, c'est aussi créer un environnement où l'erreur, où tu fais comprendre à tout le monde que tout le monde a le droit de faire des erreurs. Le but, c'est de ne pas rester sur son erreur. Le but, c'est de à chaque fois chercher à évoluer. Comme toi, tu disais aussi au début, si par exemple tu vois que tu t'es trompé dans une explication, au lieu de laisser ça couler et en espérant que personne n'ait remarqué quoi que ce soit, tu reviens toi-même sur ton erreur et tu la corriges. Et je pense que ça, ça crée aussi un environnement sain pour tout le monde, où tout le monde voit que il n'y a pas de gourou qui connaît tout et qui fait jamais d'erreur, et là on doit essayer de pas faire trop de vagues. Non, on est tous des humains, des fois on fait des erreurs, mais ce qui est le plus important, c'est qu'on se corrige à chaque fois. Exact. Et ça aussi, ça va créer, quand les gens, je pense, voient ça, ça les encourage à contribuer aussi à participer à justement à ce processus d'apprentissage. Pour apprendre, c'est toujours mieux quand ça vient de l'intérieur, quand la personne ait réellement un désir pour apprendre quelque chose, plutôt que de quelqu'un essayer de marteler quelque chose en face. Quand il y a une interaction, c'est toujours mieux, et ça rend déjà le processus beaucoup plus amusant.
Agréable, ouais, carrément. Et c'est aussi gage d'intérêt de l'autre personne pour le sujet que vous partagez, que ce soit le jiu-jitsu ou autre chose. Exact, Donc exact. voilà quelque chose sur lequel je voulais revenir. Hmm. J'ai une expérience comme ça là, que Camilla a vécue, mais j'ai été spectateur de ça et j'ai été choqué au plus haut point dans une académie qu'on a déjà fréquentée, où en fait, après la démonstration de la technique par le prof, Mhm. elle essayait de reproduire du coup la technique qui a été montrée, et le prof est arrivé et lui a dit mais attends, t'es sérieuse là, tu fais exprès ou quoi? Exactement, c'est exactement ça que je voulais expliquer. Et C'est là, je me incroyable. suis dit mais attends, il est sérieux? C'est lui le prof. Il y a un élève qui est en situation de difficulté, au lieu de passer par une utilisation de langage positif dans son coaching, il est en train de l'enfoncer et de la culpabiliser pour ne pas réussir à faire quelque chose que lui a mal expliqué. Et là, je me suis dit, waouh, ok, donc le jour où on va créer une académie, qui est un déclic qui s'est passé quand même très très récemment, eh ben, je veux absolument que l'utilisation du langage, la façon de s'exprimer, le coaching, que ce soit prof-élève ou même entre élèves, ce soit quelque chose qui soit absolument positif et dans le sens de l'encouragement, plutôt que dans le sens de la punition. Et ça, c'est ce que tu es en train de dire. En plus, le fait d'avoir cette façon en fait d'arriver à glisser des conseils, ben en fait c'est une énorme plus-value parce que on favorise cette culture de la réception et du don de feedback sur la performance de quelqu'un. Mhm. Et ça c'est un cadeau du ciel parce que aujourd'hui si on arrive en jiu-jitsu à donner des feedbacks en direct quand les personnes s'entraînent, ce que je m'efforce de faire au maximum lors des entraînements, Mhm. mais aussi des feedbacks lorsque on filme pas mal des séquences d'entraînement pour la communication, etc. Et parfois, c'est vrai que sur un shot ou deux, je vois des erreurs qui sont un petit peu, entre guillemets, grossières, enfin choquantes pour moi. Et donc, ce que je fais, au lieu de le garder pour moi ou quoi que ce soit, j'envoie ce petit bout de vidéo, le petit bout de séquence que j'ai trouvé vraiment un peu choquant, et je l'envoie à l'élève en question, que j'ai Mhm. filmé, qui savait pas que je le filmais, bien évidemment, mais bon, que Mhm. j'ai filmé. Et qu'est-ce que je fais? Je lui dis, écoute, là, tu as 10 secondes de séquence, c'est tout en train de tourner, j'aimerais que tu analyses ce que tu as fait, et quand on se voit à l'entraînement, tout à l'heure ou demain, tu vas me dire pourquoi ça n'a pas marché. Et là, ça m'a pas demandé énormément de temps, mais j'ai planté une graine. J'ai planté une graine sur, ah, ok, la personne s'est vue en train de faire une erreur, maintenant elle doit réfléchir pourquoi elle s'est trompée. Et si elle a trouvé toute seule, parfait, autocorrection. Si elle n'a pas trouvé, je vais lui apporter un feedback, et elle va se dire, ah, super, j'avais même pas conscience de ça en fait. Et du coup, Exactement. on a C'est progressé. exactement. C'est ce que je disais c'est ce que je voulais expliquer quand je disais que faut que ça vienne de l'intérieur. Quand tu plantes ta graine là, c'est exactement ça qui va se passer. La personne va commencer à réfléchir et à se poser des questions. Et si elle se pose des questions, ça veut dire qu'elle est en attente de réponse. Et que ce soit elle qui arrive à les trouver, ces réponses-là, en faisant de l'autocorrection, ça c'est parfait. Si des fois c'est un peu plus compliqué et qu'elle n'a pas encore l'œil, ben, toi qui lui apportes la réponse, mais elle a fait quand même l'effort de chercher avant, ça en termes d'apprentissage, c'est 10 fois mieux que de répéter 10 fois la même chose. Euh, Parce que par exemple, je sais pas, quand tu fais une technique et il faut, on va dire qu'il faut sortir les hanches. Euh, et tu cries 10 fois sur la personne, sors les hanches, mais il faut juste sortir les hanches, sors juste tes hanches. Et si tu vois qu'elle n'arrive pas à le faire, c'est que elle sait pas à quoi ça correspond. Donc Hmm. elle a pas ces connaissances-là et du coup il va pas falloir la blâmer parce que elle sait pas le faire ou elle a pas les compétences encore. Mais au contraire, tu dois avoir là une opportunité de combler une lacune et,
et de résoudre un problème maintenant pour pas qu'il devienne disproportionné plus tard. Absolument. Donc Ça, c'est... ça c'est mhm. très important aussi, cette notion de essayer de se mettre à la place de l'autre pour plutôt que plutôt que et essayer soi-même de se mettre à la place de l'autre plutôt qu'essayer que l'autre soit à notre place. Je sais pas si c'est clair, mais s'il y a une erreur en face, qu'on arrive à la noter et qu'on peut la corriger, alors on doit, je suppose, qu'on doit tout de suite le faire Mhm. pour régler un problème. Et ça va aider tout le monde. Ça va aider toi dans ton professorat, ça va aider la personne dans son apprentissage. Tout le monde en ressort gagnant. Tout le monde en ressort gagnant et on est dans cette, encore une fois dans cette logique de progression de groupe qui à mon sens est primordiale lorsque on veut faire évoluer les choses en termes de performance. Pourquoi ? Parce que le fait, c'est très très simple, hein, mais en jiu-jitsu ça s'explique très très vite. Si chacun de mes partenaires cherche à se faire évoluer les uns les autres, on arrive dans une dynamique où le jiu-jitsu est de plus en plus élaboré et de plus en plus propre. Ça veut dire qu'on arrive avec des partenaires de plus en plus compétents, de plus en plus forts, si j'ose utiliser ce terme. Mhm. Et bien en fait, on fait évoluer le jiu-jitsu, donc on fait évoluer une cause qui va au-delà de sa propre personne, et c'est quelque chose de, c'est une démarche en plus qui est commune. Et dans ce sens-là, je pense qu'on grandit et on avance tous, et ça c'est hyper important. Si on reprend les trois derniers étages de la pyramide de Maslow, bah en fait on va remplir vraiment ce besoin d'appartenance, à cette communauté de gens qui cherchent, qui sont réellement passionnés par le sport, par le jiu-jitsu, mais au-delà d'être passionné, je veux vraiment aller au-delà du fait de prendre des photos et faire des shakasign et dire oh ça toutes les phrases. Je parle vraiment de la personne qui dans son lit est encore en train de réfléchir à des positions qu'elle n'a pas réussi à passer et se dire ah il faut que je trouve une manière de contrer telle ou telle solution. Je parle vraiment de ça. Euh, si j'arrive à recréer, et c'est pas je parce qu'en fait c'est réellement un groupe, si on arrive tous à recréer ça à l'académie, et ben c'est gagné. Et je vois que c'est vraiment une culture qui s'entretient de plus en plus, qui se crée et qui s'entretient. De plus en plus sur les open mat, ça c'est ça qui m'intéresse. On tend vers le ok, open mat, comme on l'a dit, c'est open, chacun fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, on est encore, beaucoup moins qu'auparavant, mais on est encore, je parle de l'académie à Jiu-Jitsu, on est encore un petit peu dans, bon, bah, on fait ce qu'on veut, ok, qu'est-ce qu'on fait on tourne autour du tatami, on commence les combats tout de suite, on sait... Et le but, c'est que, à l'exemple de certains qui ont déjà compris en fait cette chose, c'est que c'est aussi le moment d'explorer, c'est le moment d'aller chercher plus loin, c'est le moment d'expérimenter, sans forcément passer par le format randori. Ça, c'est une chose. Et c'est à ça que je veux que ressemble la communauté du Jiu-Jitsu à l'académie. Ce sont des gens qui cherchent, qui explorent et qui sont perpétuellement dans cette démarche de recherche. Ça, c'est la première chose. Mhm. Ensuite, si on voit l'étage du dessus, qui est ce besoin d'estime, de confiance, de respect de soi et de reconnaissance, et ben, ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui est réellement intéressant et important de cultiver dans une académie. Le fait de se dire que je puisse faire confiance aux autres élèves, moi comme étant élève et moi comme étant proche, je peux faire confiance aux autres élèves. Je peux faire confiance aussi lorsque je suis pas là et passer la main aux autres profs qui vont donner cours. Et je veux être complètement à l'aise avec ça parce que je sais qu'on parle le même langage, on parle la même langue, on parle la même culture. Donc du coup, on est vraiment dans cette chose. Et être capable aussi de reconnaître les forces des autres, les forces de chacun. Alors tant dans l'enseignement que dans la qualité à être tout simplement élève. Ça, c'est une chose qui est hyper importante.
et qui rentre réellement dans cette sphère de sécurité psychologique dont on parle. Mhm. Et une fois qu'on a rempli ces deux cases, il y a la case au-dessus qui est le besoin d'accomplissement de soi, sur lequel repose euh, ce besoin d'appartenance et le besoin d'estime. Donc l'accomplissement de soi qui est vraiment l'ultime étape, la dernière phase de cette pyramide de Maslow. Et quand on parle de l'accomplissement de soi, ben ça reprend un petit peu ce que j'ai illustré par cet élève là qui a trouvé un endroit où il se sent vraiment à la maison. Ça y est, il développe. Il se développe tant humainement que sur le jiu-jitsu. Quand je dis humainement, c'est quoi? Je m'éloigne un petit peu du sujet, mais c'est quand même hyper important. Bah, humainement, à la base, c'est pas quelqu'un forcément qui est très à l'aise socialement, à parler avec les gens, et ci et ça. Mais depuis qu'il est dans le jiu-jitsu, et encore plus depuis qu'il est avec nous, qu'on s'entraîne ensemble, bah, il est super à l'aise à ouvrir des discussions avec des personnes. Bon, bien sûr, le jiu-jitsu, c'est un accélérateur social, hein, ça permet de communiquer rapidement avec les gens, mais il est beaucoup plus à l'aise dans ses relations sociales, et dans son jiu-jitsu aussi en soi, il a beaucoup plus pris la confiance en lui-même, et on est en train de passer des niveaux. Et ça, c'est super, super intéressant et important dans la vie d'une académie, je pense. Que chacun et puisse remplir chacun de ses besoins. Et là, tu es en train de parler des bienfaits, entre guillemets, que le jiu-jitsu peut apporter à chacun. Quand on Bah, arrive à ce niveau d'accomplissement là, où vraiment on a l'impression où l'élève en question, où la personne s'épanouit complètement et utilise le jiu-jitsu comme outil pour justement arriver à ce besoin d'accomplissement. exact. Mais en fait, c'est exactement ça. Je parle des bienfaits, mais en fait, ces bienfaits, ils sont rendus possibles si et seulement si tu arrives ou la personne ou l'académie arrive à créer cette sécurité psychologique. Cet environnement-là, propice justement Exactement. au développement personnel de chacun. Mhm. Donc, du coup, en résumé, c'est si on veut paraphraser, mais se l'approprier la chose, en fait, de cet environnement qui offre une certaine sécurité psychologique, c'est vraiment la capacité à remplir cette fonction de la personne se sent à l'aise, se sent à la maison, se sent chez soi, n'a pas peur de quoi que ce soit, de se tromper, de faire des erreurs. Il y a cette notion de savoir-faire, de réellement apprendre un skill, vraiment un savoir-faire, notamment de la technique avec un T majuscule en Jiu-Jitsu. Et il y a cette notion aussi de communauté dans laquelle la personne doit absolument se retrouver euh, avec un partage de valeurs et d'objectifs communs. C'est ça que je vois beaucoup là-dedans. Du coup, on a parlé vraiment de ces bienfaits qui sont rendus possibles par l'environnement qui est safe psychologiquement. Et comme je sais qu'Alex, toi aussi, t'es beaucoup dans l'aspect compétition, euh, comment est-ce que tu penses que cette sécurité psychologique peut s'exprimer en termes de performance en compétition? Euh, Très bonne question, puisque ce à quoi je pense là, un- c'est un moment qui s'est passé l'année dernière, peut-être un peu avant, où justement, comme quand on est compétiteur, on n'a pas réellement un devoir de résultat, mais c'est quand même une pression qui est assez pesante. Le résultat que tu fais à chaque compétition, euh, c'est quelque chose c'est une pression que toi tu t'imposes déjà de base, mais des fois tu as aussi la pression entre guillemets de l'environnement, des gens avec qui tu t'entraînes tous les jours, qui peut ou alors t'aider, ou alors nuire entre guillemets à ta performance. Euh, et comment je vois la sécurité psychologique à ce moment-là, c'est avoir un accompagnement qui est bien dosé, où il y a ni trop ni trop peu,
on va pas te chouchouter non plus parce que tu es compétiteur, mais on va pas te délaisser non plus parce que tu es compétiteur et que tu dois être fort mentalement. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, l'anecdote que je voulais raconter, c'était, j'ai fait une compétition en Espagne, euh, et je perds au premier tour contre un adversaire que j'avais déjà affronté 2 semaines auparavant, contre qui j'avais perdu aussi. C'était au deuxième tour d'une compétition que j'avais fait en Italie. Du coup, je retombe contre la même personne au premier tour en Espagne. Et même si j'avais fait l'effort en fonction du feedback, en fonction on a regardé des vidéos, j'ai eu des discussions avec Paquito, on a essayé de corriger certains points négatifs qu'il y avait dans mon jeu. Ça n'a pas été suffisant pour gagner notre deuxième rencontre. Et à ce moment-là, moi j'ai eu un craquage mental où je me suis dit stop, ça suffit. En fait, je vais plus faire de compétition. Parce que en plus, quand on était en Espagne, j'étais pas tout seul. On était beaucoup à faire des compétitions là, Mhm. à faire la compétition. On était peut-être, si je dis pas de bêtises, hein, on devait être 8 ou 9. Et tout le monde avait fait des bons résultats, sauf moi. Et j'étais en mode, mais c'est pas possible, genre je suis le vilain petit canard. Et à la fin du combat, genre je suis énervé, je prends mon kimono, je le balance, et là je suis en pleurs en même temps. Et Paquito arrive, il vient me voir, il me dit alors qu'est-ce qui s'est passé. Il essaie de prendre un peu la température, et je lui dis ben non, mais en fait j'arrête, tout le monde fait des super performances, tout le monde finalise tout le monde. Et de l'autre côté, tu as moi, je rencontre le même gars que j'avais rencontré. Je me suis entraîné pour justement pour plus que ça arrive ce qui s'est passé. Au final, je perds quand même, ça vaut rien, je perds mon temps, je perds mon argent. Et vaut mieux que ça s'arrête vaut mieux que ça s'arrête. Et Paquito, euh, j'ai trouvé ça très fort, la façon dont il a eu même en fonction euh, de, de la situation, avec beaucoup d'émotions qui étaient impliquées, etc., il a pu trouver les mots justes pour me dire que... Attends, je vais pas pleurer parce qu'on est en podcast là. Attends, tu vas te contrôler, hein. Pour me dire que, bah non, l'erreur c'est humain, ça arrive. Euh, le seul truc que tu dois faire, c'est de comprendre qu'il y a une erreur, de te remettre au travail pour la corriger et repartir. Il n'y a pas de, c'est pas plus compliqué que ça. Et il me disait aussi, euh, euh, tu vois, c'est exactement ce que je disais là. Ça va être compliqué là, cette partie-là. Il me disait, tu as un objectif, tu peux pas t'arrêter maintenant. Si tu veux arriver à ton objectif, il n'y a qu'une seule décision à prendre. Tu fais une performance, tu choisis de faire une compétition. euh, la performance a été satisfaisante, c'est cool. La performance n'a pas été satisfaisante, tu repars à l'entraînement, tu corriges et tu recommences. Et il n'y a pas de je m'arrête, il n'y a pas de j'abandonne, il n'y a pas de. Des fois ça marche, des fois ça marchera pas, des compétitions tu vas en perdre. Ce qui compte, c'est de revenir, de corriger, de repartir. Et tu perds réellement si tu t'arrêtes. Et, et à partir de ce moment-là, ça a fait un déclic dans ma tête où j'ai plus eu cette pression de, de perdre une compétition. Et avant, je pouvais rester 2 semaines en restant frustré, en pensant euh, je suis pas en train de montrer le travail de mes coachs. Genre,
Genre, c'est pas ça leur travail. Et je suis en train d'un peu, entre guillemets, de salir leur réputation. Une image. Exactement. Et quand j'ai dit ça à Paquito, il m'a dit, mais qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fous? Moi, je sais que quelle valeur a mon travail. Et moi, je veux juste que toi, tu puisses atteindre tes objectifs. Si tu n'y arrives pas comme on est en train de le faire là, on va changer des trucs et on va repartir. Et le fait que ils, ils me disent, qu'ils me dédouanent entre guillemets de la pression du résultat, euh, et juste comprendre, il m'a fait juste comprendre que il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de défaite. Il y a une défaite si jamais tu t'arrêtes. Et quand il m'a fait comprendre ça, ça m'a permis d'être plus à l'aise justement avec l'environnement de la compétition. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à performer en réalité. La compétition que j'ai fait juste après, je me suis blessé à la main. Là, c'est la faute à pas de chance. Mais il me disait déjà, mentalement, c'était différent. Et à partir de... Ça, c'était en fin octobre 2021. Euh, J'avais une compétition un mois plus tard, 5 semaines plus tard. C'était le national portugais. Et à partir du national portugais, j'ai quasiment gagné toutes les compétitions que j'ai fait. Donc, dans la compétition, il y a aussi cet aspect de sécurité psychologique où on te dit où justement le coach arrive à trouver les mots justes pour pas te culpabiliser, mais aussi pour te stimuler. Quand quand on est rentré au Portugal après cette compétition-là, euh, Paquito m'a dit par contre, si tu as des plans dimanche soir, tu les annules maintenant parce que dès qu'on arrive à Porto, on va aller corriger les erreurs que tu as fait. Et, du coup, ça m'avait vraiment réconforté. Et ça m'avait fait. À ce moment-là, je me suis dit, je suis vraiment, je suis vraiment bien entouré, je suis vraiment au bon endroit. Hmm. Et comme n'arrêtait pas de dire depuis tout à l'heure, je me suis dit, je suis au bon endroit. Et c'est à ce moment-là que je me suis senti vraiment à l'aise, épanoui dans le jiu-jitsu. Et puis même en général, ça m'a enlevé Ça, beaucoup c'est top. de, ça m'a enlevé beaucoup ça m'a fait gagner beaucoup en maturité cet épisode-là. Donc Et puis ça t'enlève un énorme poids psychologiquement un faux poids finalement que tu portes tout seul quoi. ouais, et que tu te montes la tête tout seul à. Des fois, tu penses que. Bon, c'est une compétition, évidemment, tu vas avoir de la pression. Mais des fois, tu te rajoutes en plus une pression supplémentaire. Et des fois, tu crois que les gens en ont quelque chose à faire de ta compétition. Alors que pas du tout. Chacun vit sa vie et, Exact, tu le fais pour toi. et tu le fais pour toi au final. Et ça, c'était un moment très fort et je pense que ça, ça, ça s'encastre bien dans le sujet sécurité psychologique. Absolument. Absolument. Et du coup, et je pense qu'on finira là-dessus, ce qui est assez intéressant, c'est que on est quand même tous dans l'équipe, dans Meta, euh, très axés compétition pour ce que ça nous apporte humainement et aussi pour d'autres raisons, mais finalement, le but de la compétition, en fait, en tout cas pas le but, mais la façon dont ça se profile, ça passe aussi par ce que tu viens de dire là, qui est faire abstraction de ce que peuvent penser les autres finalement. Mhm. C'est carrément une démarche qui est individuelle. Et je sais pourquoi je dis ça, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui n'osent pas, en fait, aller faire de la compétition par peur
de ce que peuvent penser les autres, par peur de si j'échoue, ce dont tu parlais la dernière fois, si j'échoue, qu'est-ce que vont penser les gens, et qu'est-ce qui se passe après, et ça va remettre en question pas mal de choses à mon identité. Et en fait, c'est ça un peu le paradoxe de la compétition, et en plus dire qu'on aime bien faire de la performance, c'est que en fait finalement, premièrement, c'est une démarche qui est quelque part, la compétition est une démarche individuelle qui ne regarde que toi, et le résultat que tu vas produire, c'est pas forcément toujours très révélateur et significatif de la préparation que tu as donnée en avant, même si la préparation est fondamentale et cruciale pour pouvoir performer en compétition. Du coup, merci pour cette petite anecdote de fin, Alex, qui est à la fois personnelle mais aussi rigolote et très inspirante. J'étais au bord des larmes là. Ah, ça y est. Mais je sais pas, je suppose que ça prouve que c'est vrai quand c'est comme ça, non? Oui. Mais c'est ça qu'on veut en fait finalement, c'est l'échange du témoignage et aussi un partage d'expérience, encore une fois sur Meta Jiu-Jitsu. Donc merci beaucoup pour ce podcast, Alex. Merci à toi pour m'avoir accompagné pour ce podcast-là. Merci à tous les auditeurs pour avoir écouté, nous avoir écoutés et être arrivés jusqu'à la fin de ce podcast. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne Meta Jiu-Jitsu sur YouTube, à liker cette vidéo-là, à la partager avec vos potes du Jiu-Jitsu si jamais vous pensez que ça pourrait leur intéresser. Ensuite, venez nous suivre sur les différents réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, @MetaJJB. Je vous repasse l'information du site. Si jamais vous voulez vous procurer des t-shirts et nous soutenir, vous pouvez acheter des t-shirts sur le site Meta Jiu-Jitsu. Et bientôt, il y aura des informations complémentaires sur le séminaire qu'on va donner dans quelques semaines avec Henrik. Je vous invite aussi à commenter la vidéo si jamais vous avez des idées de podcast, si jamais il y a un sujet que vous souhaitez qu'on traite. N'hésitez pas à nous l'écrire. Nous, avec Nico, on sera toujours un plaisir de lire vos commentaires déjà et ensuite de répondre à vos questions. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et aussi, vous êtes tous les bienvenus pour venir nous rendre visite à l'Académie Meta Jiu-Jitsu qui se situe au 144 rue de la Providence, 31 500, ça se situe à Toulouse. Un cours d'essai est ouvert, enfin c'est offert à tout le monde, qui que vous soyez, nos portes sont toujours ouvertes. Donc on vous attend nombreux aussi là-bas, et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode sur Meta Jiu-Jitsu. Ciao. Ciao.